tous, je suis Karim Bouzelga, je suis avocat au barreau de Versailles. Je suis également diplômé de l'IFOMEN, l'Institut de formation à la médiation et à la négociation, où j'ai passé mon diplôme universitaire de médiateur. À votre avis, quelle est la différence entre un bon et un mauvais négociateur? T'as le mauvais chasseur, il voit un truc, il tire. Voilà. Il tire. Le bon chasseur, il voit un truc. Bon, il tire, mais c'est un bon chasseur. Hein. Alors vous l'avez peut-être remarqué, depuis environ 40 ans, le monde a vraiment changé. Avant, les décisions, elles étaient verticales. Le chef de famille, le chef d'entreprise, le chef d'État prenaient des décisions de manière unilatérale du haut de son autorité. Aujourd'hui, les choses ont bien évolué puisque plus de 90% de nos décisions au quotidien sont prises avec une autre personne qui a la possibilité de nous dire non. On le voit bien avec nos enfants, nos conjoints, ou au travail avec nos collègues, notre patron ou les clients. Eh bien, on négocie tous les jours en permanence. Si bien que négocier, bien négocier, est devenu un enjeu vital si on veut réussir sur le plan personnel et sur le plan professionnel. Pour ce qui me concerne, je suis avocat et donc je gère de nombreuses négociations, bien souvent pour éviter le procès. Un divorce, une séparation, une garde d'enfants, une indemnité de licenciement, un conflit de voisinage, il y a de la négociation à tous les étages dans notre profession. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous partager le secret du bon négociateur. Alors, je vous invite à être attentif jusqu'au bout et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Alors d'abord, on va parler du mauvais négociateur. Qu'est-ce qui fait qu'on est mauvais négociateur? D'abord, on a de fausses croyances sur la négociation. Par exemple, on va dire des choses du genre négocier c'est naturel, moi je suis un négociateur né. Ou bien on va dire des choses du genre pour bien négocier, il faut tenir sa position jusqu'au bout. Ou négocier c'est un signe de faiblesse. Ou bien aussi, on va dire pour négocier, il faut demander plus pour avoir moins. Vous voyez, toutes ces logiques-là sont des fausses croyances dans la négociation. Et quand on a ces fausses croyances, eh bien, on voit la négociation comme un combat, un affrontement où il faut battre l'autre. On voit aussi la négociation comme un gâteau qui est limité. Et forcément, si je lâche, l'autre gagne. Si je prends la plus grosse part du gâteau, l'autre perd. Donc c'est vraiment une logique gagnant-perdant. Et quand on a cet état d'esprit dans la négociation, eh bien, on va utiliser 3 stratégies. Soit on va utiliser le rapport de force en se disant je suis plus fort, c'est moi qui fixe les conditions et on va utiliser tout un tas de petites astuces comme la menace, la violence, on va mettre des ultimatums, on va mettre des conditions, on va dire c'est à prendre ou à laisser. On peut aussi utiliser la ruse, c'est-à-dire qu'on va être cette fois-ci beaucoup plus subtil, on va être dans le bluff, on va être de mauvaise foi, on va perdre du temps. Et on va utiliser tout un tas de stratégies comme ça qui sont des techniques de mensonge, des techniques de dissimulation. Et puis la dernière stratégie qui est beaucoup plus courtoise, c'est la stratégie du compromis. Et on va dire ne nous fâchons pas, on va marchander, on va faire chacun des petites concessions et à la fin on va arriver à couper la poire en deux, on va arriver sur un accord 50-50, c'est-à-dire un accord un peu gagnant ou un peu perdant. On voit bien au final, quand on voit ces différentes stratégies, quand bien même on obtient gain de cause, eh bien on a abîmé la relation et on risque même de s'exposer à ce que l'autre ait une envie de vengeance, de revenir et dans tous les cas, ce sera une négociation qui aura été pauvre par rapport à ce qu'on peut obtenir lorsqu'on est un bon négociateur. Alors maintenant, on va parler du bon négociateur. Le bon négociateur, il utilise les techniques de négociation raisonnée inventées au début des années 80 par 2 professeurs à l'université d'Harvard qui s'appellent Fisher et Ury. Eh bien, la négociation raisonnée, elle repose sur 4 grands principes fondamentaux. Le premier principe, c'est de ne jamais négocier sur les positions et de négocier sur les intérêts. Alors, quand on rentre en négociation, on affiche une position de départ. Sauf que ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que la position initiale n'est jamais la demande véritable. La position initiale n'est jamais la demande véritable.
Pour pouvoir identifier la demande véritable, il va falloir s'intéresser à l'autre en lui posant des questions, en lui demandant pourquoi vous adoptez cette position, pourquoi vous refusez la proposition que je vous fais. Et là, la personne, elle va se dévoiler, elle va dévoiler ses intérêts qui sont sous-jacents, elle va dévoiler ses besoins, elle va dévoiler ses préoccupations, ses valeurs, ses moteurs sous-jacents. Et là, quand on a identifié tous ces éléments-là, on comprend mieux pourquoi la personne fait cette demande. Et l'autre outil qui est très important, c'est l'écoute active. C'est-à-dire que vous allez être dans l'empathie avec l'autre, vous allez reformuler ses propos, vous assurer de l'avoir bien compris. Et là, la personne va se sentir comprise, va se sentir écoutée, et là, vous avez plus de chances qu'elle soit réceptive à votre position. Il faut aussi être conscient de ses propres intérêts, besoins, valeurs, moteurs sous-jacents. Il faut vous sonder, savoir pourquoi vous adoptez cette position-là. Et quand vous arrivez à juxtaposer les intérêts, besoins, valeurs et moteurs de l'autre personne ainsi que les vôtres, eh bien on oublie la position initiale et on cherche à satisfaire les intérêts de la personne, les intérêts du partenaire en négociation. Puisque dans ce cas-là, l'autre n'est plus un ennemi, ça devient un véritable partenaire dans la négociation. Le deuxième principe fondamental de la négociation raisonnée, c'est de distinguer les problèmes et les personnes. Pourquoi je dis ça? Eh bien, très souvent dans la négociation, même dans une relation conflictuelle, eh bien, on mélange la personne et le problème. Et on va dire, mon problème, c'est l'autre. C'est lui qui est mauvais, c'est lui qui ne comprend pas. Et où on va lui prêter de mauvaises intentions dans la relation, dans le partenariat en négociation. Alors qu'en réalité, il faut bien distinguer le problème relationnel et la personne. Et la meilleure manière de se comporter, c'est d'être doux avec la personne et d'être dur avec le problème. Doux avec la personne, c'est-à-dire que, par exemple, on va s'excuser s'il y a matière à s'excuser. On va être très bienveillant avec l'autre personne, on va être souriant, on va créer une ambiance dans la négociation, une ambiance confortable. On peut même mettre en place une collation, inviter la personne à boire un verre, etc. D'une manière d'être très doux avec la personne. Par contre, on va être très dur avec le problème, puisque notre objectif, c'est d'arriver à un accord. Et là, on va rien lâcher sur cet objectif de parvenir à un accord. Vraiment, on va être pugnace, on va revenir à la charge plusieurs fois, on va vraiment toujours solliciter notre partenaire en n'oubliant jamais notre objectif de parvenir à un accord. Voilà le deuxième principe de la négociation raisonnée, distinguer les problèmes de personne et le problème de fond. Le troisième grand principe de la négociation raisonnée, c'est imaginer un large éventail de solutions offrant des gains mutuels. On est dans une démarche où on recherche une solution gagnant-gagnant ou content-content, comme disent nos amis québécois. Eh bien, pour arriver à un accord gagnant-gagnant, eh bien, il faut sonder les intérêts de chacune des parties. Donc en amont, on prépare la négociation, on identifie la meilleure solution pour l'autre, la pire solution et la solution intermédiaire, c'est-à-dire la BATNA ou la MESOR, la meilleure solution de rechange. Et on fait ce même travail pour nous. Quel est le scénario idéal pour nous? Quel est le pire scénario? Et quelle est la solution intermédiaire? La BATNA, the Best Alternative on Negotiation Agreement, ou MESOR, meilleure solution de rechange. Et une fois qu'on a fait ce travail en amont, on va identifier au moins 3 solutions qui vont offrir un gain réciproque. Alors tout ça, ça peut paraître très théorique, je vais vous donner un exemple concret. Un salarié est licencié, il demande 50 000 €. L'entreprise refuse de payer 50 000 € et elle propose 10 000 € maximum. Vous voyez que si on négocie sur les positions, on est mort et il n'y aura aucun accord. En revanche, si on pose la question au salarié, pourquoi vous demandez 50 000 €? Que représente ce chiffre pour vous? Eh bien, le salarié va se dévoiler. Il va dévoiler ses intérêts, besoins, valeurs. Il va dire, moi, j'ai travaillé pendant des années pour cette entreprise et j'ai été licencié comme un malpropre. Besoin de reconnaissance. Ensuite, il va dire, moi, depuis que je suis licencié, je galère financièrement. Je n'arrive plus à payer mes factures. Besoin de sécurité financière. Et vous voyez, la position initiale, 50 000 €,
n'est pas la demande véritable, qui est demande de reconnaissance et demande de sécurité financière. On va faire le même travail avec l'entreprise. Mais pourquoi vous êtes limité à 10 000 euros? L'entreprise, elle va dire, ben moi j'ai besoin de sécurité financière pour mon entreprise, j'ai d'autres salariés, et si je suis condamné à 50 000 euros, je mets la clé sous la porte. Là aussi, l'entreprise a un besoin de sécurité financière, le même besoin que celui du salarié. Et vous voyez, une fois qu'on négocie sur les intérêts, on a des intérêts convergents et on peut trouver des solutions avec des gains mutuels. Et on peut arriver à un accord où le salarié va monter son entreprise, va devenir un nouveau client pour son ancien patron, et le patron, lui, il préserve sa trésorerie, il sera limité par exemple à 10 000 euros de dommages et intérêts pour le salarié, et le reste, il lui offre du chiffre d'affaires dans sa nouvelle entreprise. Gain mutuel, l'entreprise, elle a un nouveau fournisseur, elle préserve sa trésorerie, le salarié, il a la sécurité financière puisqu'il a des nouvelles débouchés, un nouveau client pour sa nouvelle société, et le patron peut, dans le cadre des échanges en négociation, satisfaire le besoin de reconnaissance en reconnaissant officiellement, d'une manière ou d'une autre, le bon travail fourni par ce salarié et le fait que c'était un bon élément. Et là, on arrive avec une solution gagnant-gagnant ou content-content, comme disent nos amis québécois. Imaginez un large éventail de solutions offrant des gains mutuels. Le quatrième et dernier grand principe de la négociation raisonnée, c'est de s'accorder sur des critères objectifs. Les critères objectifs vont permettre de faire perdurer l'accord en prenant une distance par rapport à la volonté unilatérale des parties. Ainsi, on va plus se référer par exemple au prix du marché. On va se mettre d'accord pour faire la moyenne pour une vente immobilière, par exemple, sur la moyenne de plusieurs agences immobilières. Ou on va se référer à un expert comptable, à un commissaire aux comptes. On va se référer à une autorité. Ou on va se référer à un pourcentage du chiffre d'affaires pour évaluer, par exemple, une augmentation de salaire. Et voilà, tous ces critères objectifs vont permettre de ne pas dépendre de la volonté de l'une des parties, ce qui fait que l'accord va se maintenir sur la durée, sur des critères objectifs. En conclusion, la négociation raisonnée est aujourd'hui la méthode de référence en matière de négociation, qu'il s'agisse d'une prise d'otage, d'une négociation commerciale ou d'une négociation entre chefs d'État. Aujourd'hui, c'est même devenu un outil de plus en plus répandu dans le monde judiciaire, puisque c'est utilisé aussi dans le cadre de la médiation, de la conciliation ou du droit collaboratif. Si vous voulez en savoir plus, si vous avez des questions sur tous ces outils-là qu'on en a abordé brièvement dans cette vidéo, je vous invite à me laisser un commentaire, à me poser toutes vos questions et je me ferai un plaisir de vous répondre. Si vous voulez également contacter mon cabinet et avoir des réponses à vos questions, vous avez tous les éléments pour me contacter dans la barre de description. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.